Allez, un mot d'Ukraine pour commencer. Le bilan vient de monter il y a quelques instants à 20 morts au moins, des dizaines de blessés, 66 aux dernières nouvelles, parmi lesquels de très nombreux enfants. Vous voyez ici les images, les stigmates de cette nuit particulièrement sanglante en Ukraine. L'armée russe a encore lâché ses drones et ses missiles sur les Ukrainiens, des infrastructures stratégiques prises pour cible dans l'ouest du pays, mais aussi, et c'est ça en l'occurrence que vous apercevez ici, des immeubles d'habitation, des civils donc qui sont les premiers à mourir de ces frappes. Volodymyr Zelensky déplorait ce matin 470 drones, 48 missiles tirés, certains aperçus d'ailleurs dans le ciel roumain. Les avions de chasse de l'OTAN ont en réponse été déployés. On fait le point en images sur les derniers développements avec Lou Kissiela. Un pan entier de l'immeuble calciné. Les pompiers peinent à éteindre les flammes. Ces immeubles résidentiels ont été visés par des frappes russes cette nuit. L'une des pires attaques aussi loin du front depuis le début de la guerre. Plusieurs victimes pourraient encore être coincées sous les décombres. Les recherches sont toujours en cours. À près de 1000 km de là, non loin des positions russes à Kharkiv, des frappes de drones et de missiles ont touché 40 bâtiments et fait au moins des dizaines de blessés. D'abord, on a entendu 3 impacts pas loin, puis il y a eu une grosse explosion. Toutes les fenêtres ont été complètement soufflées et la fumée était très épaisse. Nous ne pouvions plus respirer. L'armée russe intensifie ses attaques ces derniers jours sur l'ensemble du territoire ukrainien. À l'approche de l'hiver, elle cible particulièrement les infrastructures énergétiques. Dans nos régions, nos services interviennent pour faire face aux conséquences de l'attaque russe. Il est confirmé que la Russie a lancé plus de 470 drones d'attaque et 48 missiles contre l'Ukraine pendant la nuit. Chaque attaque contre la vie quotidienne prouve que la pression exercée sur la Russie est encore insuffisante. Des sanctions efficaces et une aide à l'Ukraine peuvent changer la donne. Volodymyr Zelensky est arrivé mercredi matin à Ankara pour réengager les pourparlers avec Moscou, dans l'impasse, bientôt 4 ans après le début de l'invasion russe. Voilà, attaque d'envergure donc. Une fois encore, on a envie d'ajouter Gauthier Rabinski la nuit dernière sur l'Ukraine, qui nous montre quoi que les Russes persistent, voire même continuent de tester les nerfs des pays frontaliers, la Pologne, la Roumanie aussi. Alors, non seulement les pays frontaliers, qui sont, à l'instar de la Pologne, qui malheureusement se trouvent confirmés dans ce qu'ils ont dit et défendu depuis des décennies. La Pologne a toujours dit que la Russie restait au minimum un adversaire, voire un ennemi. Et à l'époque, on a dit à la Pologne, bah oui, vous réactivez la peur que vous avez, c'est-à-dire que de par l'histoire, la Pologne, c'est ce que veut dire la disparition, puisque le territoire polonais a disparu à 3 reprises du fait, entre autres, de la Russie. Mais jusqu'à présent, on considérait que c'était finalement un peu les fantasmes de ces pays-là. Là, le calcul qui est fait aussi par Moscou, et c'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est que ces frappes de 2 choses l'une, soit l'Ouest, disons, l'Europe de l'Ouest, mais en pratique ses valeurs. C'est-à-dire, on ne peut pas tolérer ce genre de choses. Ou bien, elle se tait, cette Europe, et au fond, elle est la preuve, selon Poutine et selon ses idéologues, que décidément, ces Européens n'ont même pas le courage de défendre ce en quoi ils croient. Et donc, il y a là un test qui est effectivement, d'abord pour titiller et agacer les pays frontaliers, dont vous avez parlé, mais il y a également un test destiné à ceux qui ne sont pas frontaliers et dont on aimerait bien savoir à Moscou s'ils sont prêts ou non à en découdre. À partir de là, Moscou se fera un avis. Si on voit comment les choses évoluent, il y a, et d'ailleurs Roselyne en parlera, la question de la réapparition du service militaire, bien sûr, n'est pas étrangère à tout cela. Donc, si vous voulez, l'intensification de la guerre par la Russie, ça veut dire aussi que la Russie espère peut-être prendre un allant militaire rapide, pour que, dans le cas où il y aurait une prise de conscience, comme le dit Zelensky, c'est-à-dire de soutenir l'Ukraine plus que pour, j'allais dire, la parité des forces, faire en sorte qu'elle ait un petit avantage au niveau militaire, eh bien ça pourrait survenir, et dans ce cas, Moscou
essaye d'anticiper cette question en voyant s'il s'agit simplement de rumeurs ou s'il y a une réalité à cela. On sent que l'OTAN, en tout cas, et les Européens aujourd'hui sont encore frileux. Il y a des avions de chasse de l'OTAN qui ont été déployés cette nuit, mais évidemment, ça s'est arrêté là. Il y a quand même les Britanniques, là, ce matin, qui ont adressé un message de fermeté, mise en garde Vladimir Poutine. Il y a un deuxième navire militaire russe qui a été détecté en eau britannique. C'est la deuxième fois depuis le début de l'année, quand même. C'est vrai, mais les Suédois, par exemple, pourraient vous dire que cette affaire de sous-marins, par exemple, russes qui se baladent dans les eaux territoriales, c'est vieux comme à peu près l'Union soviétique, ou presque. Disons que c'est vieux depuis les années 1950. Alors, que ça soit chez les Britanniques, c'est un peu plus rare, c'est vrai, mais ça n'est pas complètement... disons, ni fortuit, ni anodin, mais ni exceptionnel non plus. Simplement, la réponse, et vous avez vu comment elle est calibrée, cette réponse, c'est à la fois quelque chose de nouveau parce qu'on s'adresse à la Russie, mais c'est aussi quelque chose de prudent. Et ça fait partie de la dissuasion. C'est-à-dire, attention, vous allez voir ce que vous allez voir, ce qui va se passer. Mais évidemment, je ne vous dis pas maintenant ce qui risque de se passer. C'est comme avec les enfants, en fait. On a envie d'ajouter. Oui, on prévient, si on n'agit pas, à un moment donné, l'enfant va au-delà. Et c'est un peu le risque qu'on prend aujourd'hui avec les Russes. Mais l'enfant peut vous le faire payer plus tard aussi, beaucoup plus tard. Et ça, c'est le scénario, effectivement, qui est redouté, notamment par les états-majors. On va peut-être parler de ce qui se passe aujourd'hui en Turquie. On est avec Mathilde Varda il y a quelques instants qui nous rendait compte de cette séquence. Zelensky est arrivé ce matin à Ankara pour parler de la paix. Alors on s'interrogeait sur la présence ou pas de Steve Witkoff, l'Américain, parce qu'il y a des rumeurs aujourd'hui qui sont parties de la presse américaine qui nous disent que les Américains seraient en train, en coulisses, de continuer à tenter de mettre sur pied un plan de paix, mais qui serait, semble-t-il, de plus en plus concret. Le Kremlin a été interrogé par la presse ce matin et a refusé de répondre aux questions. Oui, alors, vous avez vu comment l'administration américaine... a fait volte-face à propos d'un Zelensky qui était plutôt méprisé au départ. Et souvenez-vous de ce guet-apens dans lequel il est tombé dans le bureau ovale, où aussi bien J.D. Vance que Donald Trump l'ont morigéné, accusé de tous les maux, et surtout prétendu que c'était lui à l'origine de la guerre. Et puis, là où il a joué de manière très fine, Zelensky, c'est qu'il a dit par la suite, mais écoutez, mais moi, je suis prêt pour la paix. Moi, je fais des efforts et je vous montre lesquels, et vous voyez bien que je suis un bon élève, et que je m'adresse à vous, que je cherche vos conseils, et que je cherche la paix. Alors évidemment, ça a plu à Trump, parce que Trump est apparu comme étant le démiurge, comme d'habitude, qui finalement incite les participants à aller à la paix. S'il y avait besoin d'une preuve de la non-volonté de Poutine d'aller vers la paix, c'est précisément celle-là, celle qui est en train de se passer, c'est-à-dire les incursions à la fois de drones, mais surtout de navires, dans les eaux territoriales européennes. Parce que là, ça prouve bien que par rapport à un Zelensky qui essaye, on va dire, d'être le bon élève, Poutine, au contraire, dit « Moi, je poursuis ma route, coûte que coûte. Au diable les Américains qui sont un peu trop, on va dire, versatiles. » Et de ce fait-là, Poutine est en train de prouver qu'il n'a aucun intérêt à la paix, quelle que soit cette paix, puisque de toute manière, par rapport à ses ambitions premières, tout ce qui pourrait naître aujourd'hui de la paix, ça serait, par exemple, un charcutage du Donbass au profit de Poutine. Mais fondamentalement, il n'en a rien à faire. Si c'est sur le plan des terres rares ou des minerais, il a tout ce qu'il faut en Russie. Rendez-vous compte qu'il y a des territoires grands comme la France en Russie qui sont inexploités et qui sont extrêmement riches. Donc le Donbass, la belle affaire. Donc, c'est pas tellement, vous voyez, la manière dont on peut attirer Poutine vers la paix, parce que fondamentalement, il n'en a pas envie, ni tactiquement. Ça lui répugnerait de manière horrible de voir qu'il est comparé à Zelensky, qu'il est dans la course au bon élève. Donc ça, il n'en est pas question. Et surtout, l'idée qui préside à cette invasion à grande échelle est une idée qui est fondamentalement impérialiste, tsariste, et qui nie l'existence des autres, de l'Ukraine, avec le prétexte fallacieux, et qui est d'ailleurs insultant pour ceux qui ont vraiment combattu contre les nazis, qu'il y aurait à Kiev une équipe de néo-nazis au pouvoir.